Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'ai le plaisir d'accueillir The Conran Shop comme partenaire de cette nouvelle émission. Mais oui, vous connaissez forcément, c'est l'une des plus grandes marques d'art de vivre au monde, fondée en 1973 par l'anglais Sir Terence Conran. C'est toujours un plaisir de se balader dans leur boutique, ou même en ligne, que ce soit pour trouver l'objet parfait ou l'inspiration. Mobilier, luminaires, accessoires, leur sélection est unique, dans un style à la fois contemporain et vintage, signé de grands noms du design ou de talents émergents. Cette saison, la collection Printemps-été 2022 se concentre sur le bien-être émotionnel dans la maison et fait la part belle à l'artisanat et aux matériaux naturels avec plein de collaborations exclusives ou en marque propre qui méritent qu'on y jette un œil. Mais avant, place à l'épisode. Bienvenue dans Le Club, la nouvelle émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement, portraits de talents, événements à connaître, bonnes idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue dans le club. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Hortense. Alors aujourd'hui, vous allez peut-être entendre un petit bruit de fond, mais en fait, on enregistre dans la boutique du Conran Shop, rue du Bac, parce que le Conran Shop est partenaire de cette émission et je suis très contente qu'ils soutiennent le club. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer ici. La boutique est très belle, elle est très grande, c'est vraiment toujours une joie de venir ici. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Le principe reste le même. 3 journalistes, 3 sujets. D'abord, Marie Farman va nous présenter des lieux dédiés à la création en Italie. On fait un spécial Italie à l'approche du Salon de Milan et pour d'autres raisons que Marie va nous exposer. Elle va nous parler de lieux qui ne sont pas encore très connus. Donc, ouvrez grand les oreilles. Violaine Bellecroix, toujours sur son thème de prédilection, qui est la transition écologique, va nous parler de 3 marques respectueuses de l'homme et de l'environnement. Il y a, je crois, Violaine, une marque de papier peint et 2 de meubles, mobilier. Ouais. Et enfin, notre Billy Blanquette nationale va nous donner quelques conseils pour un coin bureau chez soi, pour qu'il soit agréable, studieux, feng shui et déco, évidemment. Absolument. Eh bien, on commence avec Marie. Marie, comment on dit bonjour en italien ? Bonjour, Ciao, non ? Ciao, buongiorno. Je parle pas du tout, malheureusement, je ne parle pas du tout italien, donc pour cette chronique, je vais pas pouvoir avoir un accent parfait. Eh bien, on t'écoute. Aujourd'hui, à l'approche de l'été, je voulais vous proposer un peu d'évasion anticipée, avec un voyage en Italie à travers de très beaux lieux dédiés à la création, mais aussi au savoir-faire et à l'art, que j'ai eu la chance de visiter ces derniers mois et que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'Italie, en matière de design, c'est vraiment un pays phare. D'ailleurs, comme tu le disais en introduction, la célèbre Design Week de Milan a lieu bientôt début juin. C'est vraiment le grand rendez-vous international du design et de la décoration. J'avais envie de vous faire découvrir et faire découvrir aux auditeurs 3 belles adresses en Italie. En tout cas, c'est des lieux qui sont méconnus, qu'on trouve vraiment pas dans les guides et qui ont un rapport, bien sûr, avec le design. Ouais, les filles, vous allez aller à Milan ? Malheureusement, pas cette année, Non. mais c'est fabuleux, Milan. C'est extraordinaire. Moi, je vais y aller 2-3 jours. Ouais. T'as de la chance, oui. Ah, c'est génial. Alors, on commence avec ton premier coup de cœur ? Oui, alors on va commencer par Venise avec Orsini, qui est la plus ancienne fabrique de mosaïques à Venise, que j'ai pu découvrir il y a quelques jours. Cette fabrique est également célèbre car elle possède le plus vieux four artisanal de mosaïque au monde. On y accède par une petite rue, c'est au nord de Venise. Derrière une porte en bois, on découvre un petit jardin, des ateliers et des entrepôts, tout ça en plein Venise. Ici, on utilise les mêmes techniques depuis 1888. 4 générations se sont succédées pour produire des mosaïques à la feuille d'or, mais aussi des smaltes déclinés dans plus de 3500 couleurs. Les smaltes, ou les smalti, je crois en italien. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tradition vénitienne. C'est des petits morceaux de verre coulés, soufflés et coupés à la main par des maîtres verriers. La qualité du verre et la subtilité des couleurs fait vraiment la spécificité des smaltes. Et donc, chez Orsini, ces milliers de couleurs sont rangées dans une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque des couleurs. Et c'est vraiment le clou de la visite. Elles sont rangées dans des étagères en bois, un peu de branle-ballon, dans une très jolie pièce. Elles sont rangées par tonalité. C'est vraiment magnifique.
D'ailleurs, Antoni Gaudi a été inspiré par la beauté de cette bibliothèque des couleurs et a décidé d'utiliser ces smaltes justement d'Orsini pour la Sagrada Familia. Mais c'est des mosaïques. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des petits carrés mosaïques en fait. verre, ouais. Ah, mais ça doit être beau. Donc aujourd'hui, chez Orsini, il continue à créer des décors en mosaïque pour le monde entier, pour des résidences privées, des restaurants, des chantiers de déco, mais aussi des églises et des projets artistiques. C'est une visite qui vaut vraiment le coup si vous êtes à Venise. Par contre, on n'y va pas à l'improviste. C'est ouvert au public que le premier et dernier mercredi de chaque mois, sauf les jours, et c'est fermé les jours fériés, et c'est uniquement sur réservation. Fermé entre midi et 2. C'est 10 personnes max par visite. Et ça se prévoit. On n'y va pas comme ça, en se pointant devant la porte. Ouais. Tu connaissais Violaine? Pas du tout. Ah bon, t'avais l'air de dire c'est beau. Non, je disais la chance Ah oui, d'avoir la pu y aller. Je trouve Mais ça, c'est génial. l'Italie, c'est les petits trucs qui sont Ouais, mais tu vois, planqués, tu on vas à imagine. Venise, oui. Tu te fais les trucs de base, de c'est touristes. génial. Comme Non, adresse. c'est vraiment une Merci. super adresse. À retenir. Bon, Florence maintenant. Ouais. Ensuite, je vous emmène à Florence pour découvrir la résidence d'artiste Numero 20, qui est installée dans un palais florentin de la Renaissance. Donc le palais s'appelle le Palazzo Galitassi. Bon, je m'excuse encore pour mon accent. Donc ce palais, il est... Attends, comment il dirait? Palazzo. Palazzo Galetassi. Donc ce palais... Je parle à moitié espagnol. Italien-espagnol. Donc ce palais, il est à quelques minutes de la célèbre basilique et très touristique Santa Croce. Il a été transformé en résidence pour artistes contemporains et en lieu d'exposition. Donc des créateurs, des designers, des photographes et même des chefs sont invités à venir créer là-bas totalement librement pendant quelques jours ou quelques semaines, dans ce cadre qui est quand même super inspirant. En échange, ils doivent juste laisser une œuvre sur place. Donc dans le palais, quand vous baladez, il y a des œuvres d'art contemporain qui dialoguent avec des sculptures en pierre ou des fresques décoratives d'époque. Et alors, les derniers projets? Dernièrement, il y a eu, par exemple, en résidence, les créatrices italiennes du Studio Pepe. Elles ont travaillé sur la notion de bleu. Donc, elles étaient là pendant quelques jours pour réfléchir sur le bleu, comment cette couleur interagit en fonction des formes, de la lumière, tout un travail de recherche. Et ensuite, les travaux de recherche font l'objet d'expositions qui sont ouvertes au public. Voilà. En plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y dormir dans ce palazzo. Bon, je vous cache, il y a des chambres à louer. Je vous cache pas que c'est pas donné. Mais les chambres sont à l'étage, elles sont immenses, elles sont volontairement un peu désuètes avec des murs délabrés, très peu de mobilier, mais choisies avec beaucoup de justesse et de goût. Il y a une atmosphère incroyable, une sublime lumière qui passe à travers les volets intérieurs en bois. Moi, j'ai adoré cet endroit que j'ai découvert l'été dernier pour un reportage et j'y repense souvent. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très inspirant là-bas et pareil, il faut un peu se renseigner pour savoir quand les expos sont ouvertes et comment y aller, mais... ou alors vous pouvez dormir là-bas et réserver par n'importe quel site. Tu y as dormi, toi? Non, moi j'ai pas dormi là-bas parce que les artistes justement que j'étais venue voir étaient en résidence et sont logés. Mais par contre j'ai pu visiter leur chambre et je partagerai peut-être des photos de ce que j'ai vu pour toi. Mais c'est vraiment sublime. La prochaine qu'à fois, on échanger. enregistre des codeurs Toi, là-bas. tu fais la transition écologique et moi, je fais toi, d'accord? La prochaine fois, on Non, mais pas de échange. problème, ça m'intéresse aussi beaucoup, tu sais. Et non, il faudra y aller à pied, Eh sinon... oui, c'est ça, c'est long. Ah oui, pour la transition que j'ai cherché, pourquoi tu disais ça, d'y aller à pied. Ah oui, pour mon avis. Et ton troisième coup de cœur, Marie? Alors, pour mon troisième coup de cœur, on va partir à Milan pour visiter la galerie Massimo De Carlo. Bon, donc comme on disait au début, c'est bientôt la Design Week de Milan, donc peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont y aller à cette occasion, ou si c'est pas le cas, quand vous êtes de passage à Milan, je vous conseille d'aller voir cette galerie. C'est son fondateur, donc Massimo De Carlo, a acquis en 2019 un bâtiment vraiment iconique dans le centre de Milan qui s'appelle la Casa Corbellini Wasserman, il a entièrement rénové cet endroit pour installer sa galerie d'art contemporain. Donc cette maison, elle a été construite au début des années 30 par le célèbre architecte italien Piero Portaluppi. C'est vraiment un peu l'architecte de l'élite des beaux quartiers milanais. Il a fait notamment la Villa Necchi, le parvis de la cathédrale et aussi la Pinacoteca de Brera. Donc son œuvre, elle jalonne vraiment toute la ville. Cette maison, c'est une de ses réalisations vraiment phares, emblématiques. Elle est symbolique de cette architecture rationaliste typiquement milanaise. Un des grands points forts du lieu et de cette galerie, c'est vraiment les combinaisons de différents marbres colorés qu'on trouve sur les sols, les cheminées et les encadrements de portes. C'est vraiment très beau et un très bel exercice d'archi d'intérieur. Mais il y a aussi les éléments de menuiserie qui sont très beaux, les volumes très particuliers. Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour dans cette galerie si vous êtes à Milan. Puis en plus, vous pourrez voir une expo d'art contemporain à cette occasion. 3 en 1. Voilà. Canon. Super. Bah, Merci, on a envie Marie. de partir. Merci, Marie. Et de rien. Bah, merci. Il faut enchaîner, Violaine, maintenant. Oui, sur
Fais-nous rêver, Violaine. Ouais, mais je vais quand même vous faire rêver parce que la transition écologique, c'est un chemin. Donc, on peut pas tout faire bien tout de suite. Donc, on a quand même le droit d'avoir des petits coups de cœur de sociétés de marques qui fabriquent des choses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 3 projets, parce que moi, je trouve que c'est encore plus que des marques, parce que quand on essaye de mettre tous ces curseurs sur la transition écologique, c'est long, casse-pied, cher, donc ces marques-là me touchent particulièrement. Je vais commencer par les petits nouveaux, ça s'appelle Commute. Alors, j'adore parce qu'ils commencent leur dossier de presse par on arrête de parler de déchets, c'est une matière première négligée. Et vraiment, ça, je trouve que c'est hyper important. C'est que si on arrive à penser qu'on jette des choses qui ont de la valeur, on va complètement changer nos façons de faire. Et évidemment, la planète s'en sortira bien mieux. Donc, c'est un atelier à Pantin qui a été incubé par Lemon Tree. Ils ont récupéré, je vous explique avec mes mots, mais c'est assez technique, mais en gros, ils ont récupéré 3 gros robots qui mâchent et digèrent le PVC récupéré sur les immeubles détruits dans le Grand Paris. Ah oui, c'est les gros travaux, là. Voilà, Ouais. donc ils récupèrent le PVC, ils le broient, ils le mâchent, et ils en font un mobilier qui est vraiment sympa. Je trouve qu'ils ont créé un espèce de nouveau vocabulaire, c'est très original. Ça ressemble à rien. C'est génial, ça ressemble à rien. Non, mais justement, je trouve que c'est sympa. C'est pas. Ah, pardon. Tu vois, non, je disais ça dans le sens positif. Ce n'est pas une vu. copie de Ouais, quelque chose. d'accord. Voilà, c'est un Ok. nouveau vocabulaire. Ah oui, quoi. c'est mieux formulé comme ça, peut-être. C'est vraiment super. Non, ça. Ah oui, ça ressemble à rien. Quand on dit tu ressembles à rien, ça veut Oh dire... oui, là, pardon, j'étais dans ma construction, ça ne ressemble à rien de ce qui existe. Voilà. Et donc, c'est la création d'un mobilier monomatière. Et le monomatière, je m'arrête 2 minutes là-dessus parce que c'est hyper important quand on s'intéresse à la transition écologique. C'est que ce qui est recyclable ne peut l'être que s'il est composé à 100% de la même matière. Dès qu'on est sur des... Mélange. C'est Ouais. l'enfer. Que ce soit le textile, tout. En fait, quand vous achetez quelque chose, 30%, 20%, 10%, C'est- 100% coton, voilà, on comprend, on sait, voilà, c'est bien. Donc, eux, ils font de la monomatière pour que ce soit 100% recyclé, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est cette petite famille de robots qui mâchent tout ça et ils fabriquent les meubles. Et recyclable. Donc, le meuble pourra être complètement recyclable puisqu'il n'est en une seule matière. Et donc, c'est une emprise à évidemment faible empreinte carbone. Et ça donc, qui a été cofondée par Philippe Tissot et, pardon à l'avance pour mon accent ou ma prononciation, Yuting Xu. Je crois que voilà. Ils utilisent l'artisanat numérique pour changer la donne, créer une ligne de mobilier. Et je trouve que vraiment, de A jusqu'à Z, on est heureux de voir tout est pertinent. Voilà, Après, il faut aimer les meubles, mais ça, c'est une autre affaire. Le mais en style, tout tu veux cas, dire oui, c'est un style très particulier, très coloré. Très contemporain. C'est très contemporain, un peu pop. Comment ça Mais- s'écrit, tu as dit Commute. Komut. Et pour le Non, retrouver, mais je dis ça pour les personnes qui nous écoutent. Ah, et pour les retrouver sur Insta, c'est t'as qu'à être Komut. la présentatrice Point de l'émission. studio. Non, mais je connaissais pas. Tu connaissais, toi? Non, ça sort là. Ah, bah voilà. Marie, Donc, voilà. tu vois. Oh, Marie, elle connaît. Et Marie, elle connaît. Non, mais on a la même dileuse Ben oui, d'informations. exactement. Et en plus, leurs robots sont issus d'usines, donc ils les ont rebricolés pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais donc en plus c'est de recyclage. Donc Ah. voilà, je les adore. Tout est bien fait, ce qui est une très belle transition pour la deuxième marque dont je vais vous parler, qui s'appelle Bienfait Paris. C'est une marque de papier peint. Ouais. Facile. Ouais, facile. Elle est tombée toute seule, cette transition. Donc, ça a été fondé par Cécile Figuette. Voilà, j'aime beaucoup les modèles. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que dès le départ, elle s'est positionnée comme un éditeur de papier peint, mais pas classique. C'est-à-dire qu'elle a une collection qui est assez courte. Tous les papiers peints sont tout le temps disponibles. C'est du sur-mesure, c'est-à-dire le décor n'est pas sur mesure. Vous achetez tel modèle ou tel modèle. En revanche, il est mis à vos mesures. Donc, quand vous posez un papier peint bien fait, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous le posez sur votre mur et vous n'avez pas de déchets.
vous avez le petit, on va dire Parce un petit qu'ils te le font centimètre sur en mesure par même rapport à la bonne taille de dimension. ton c'est mur. pile la dimension avec 5 cm de marge pour pas te planter, mais tu n'as pas comme les autres rouleaux de papier peint. J'en ai de plus en plus des marques qui font un peu de sur mesure. Et je trouve comme que ça. c'est super malin, Bah oui. parce que même D'abord, si c'est je plus facile à recyclais mes poser chutes aussi. de papier peint en papier cadeau, bon, je préfère pas avoir 2 chutes. Quoi. Donc déjà, ça c'est super. Elle n'a pas de stock, donc elle ne surproduit pas. Économie d'emballage, quand vous les recevez, c'est pas, c'est vraiment le carton tout fité, tout moulant sur le rouleau. Les supports, donc le papier, ce sont des supports éco-conçus, fabriqués en France ou en Belgique. C'est des papiers intissés. Qui sont certifiés sans PVC, sans COV et labellisés A+, pour la qualité de l'air intérieur. On n'en parle pas assez, mais quand vous achetez des choses qui font attention à leur environnement, c'est mieux pour vous parce qu'à l'intérieur, toutes les colles, les encres et tout. Les encres, là, ce sont des encres à l'eau aussi. Elle est en cours de certification Bicorp, qui est quand même le label le plus exigeant pour les sociétés. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est elle qui vient, je me permets de caser cette info, qui vient de créer toute la collection de papier peint pour Diptyque. Exactement. Ouais. Dans le C'est même bien fait, respect, qui a tout fait. justement, de tout son savoir-faire, toutes les encres. Elle a un imprimeur en France qu'elle adore. Voilà, elle travaille vraiment à un rythme qu'on comprend, c'est une qui super est marque, possible. c'est vrai que si vous l'achetez du papier peint, vraiment, je puis alors moi j'adore la suivre sur Insta parce qu'on voit l'évolution de sa c'est elle qui crée, qui colorie, elle sort ses crayons de couleur. Avec ses crayons de couleur, moi ça me fait rêver. C'est extraordinaire. Et elle fait ses papiers peints comme ça sur mesure, on voit ce qui l'inspire. Elle a vraiment un univers. Puis elle va parfois chercher d'autres artistes pour faire des collaborations. Donc moi je trouve que c'est vraiment une marque très riche. Ça me fait plaisir de consommer. Donc, comme ça arrive de moins en moins, parce qu'à chaque fois que je consomme, j'ai l'impression que ça va pas. Bah là, je trouve que voilà, j'allie l'utile à l'agréable et je trouve que c'est une super marque. Et puis, je voulais aussi vous parler de Tipto, que vous connaissez sans doute. Ils se sont fait connaître parce qu'ils ont fait le pied de table modulable pour pouvoir, comment bien expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un pied qu'on met sur une planche de bois pour créer sa table à sa mesure. Enfin, c'est plusieurs des pieds pieds indépendants. Plusieurs pieds. Oui, t'achètes 4 pieds, tu les fixes à une planche. Prends une planche de bois. Exactement, ou un on peut volet même qui en sert de acheter table 2 basse pour mettre une planche contre un mur. Ouais. Moi, j'avais fait ça dans une entrée assez pratique. Et donc, c'est... Il y a plein de couleurs, ça a été... de finition. Ouais, plein de couleurs de finition et aussi une ligne de mobilier récemment. Ouais. Et ce qui est génial, et je les avais découverts au cours d'un podcast d'Hortense, et je trouve ça génial. Ils sont hyper touchants parce que Mathieu Bourgeot, donc l'un des cofondateurs, je ne sais pas si on dit a hérité, mais en tout cas, sa famille, après 3 générations, a une usine spécialisée dans le décolletage à Chamonix. Et il s'est appuyé sur le savoir-faire de cette usine pour pouvoir justement travailler l'acier, donc une des matières les plus utilisées dans leur ligne de mobilier. Donc, c'est complètement, encore une fois, recyclable, ce qui est hyper important parce que c'est monomatière. Donc, c'est toujours le même sujet que tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes sur des choses qui sont dans une seule matière, c'est plus intéressant. Donc, c'est durable. C'est 100% fabrication européenne, donc 30% en France. C'est beaucoup pour de la déco. C'est livré à plat. Donc, l'empreinte carbone est moins importante parce que vous le savez, plus on prend de la place quand on envoie les choses, plus c'est lourd, plus ça prend de volume, plus ça utilise de carbone pour être déplacé. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Eux, ils regardent vraiment à 360. Ils regardent tout. Le transport, la fabrication, le design, la durabilité. Ils ont vraiment un scope hyper large et hyper juste, je trouve. Ils ont ce programme aussi qui s'appelle Restore. Ils récupèrent contre un bon d'achat les pieds qui ne vous servent plus ou qui ont été rayés. Voilà. Et ils refabriquent à partir de ça. Donc, ils pensent aussi à la fin de vie, ce qui est hyper important. Parce qu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est de ne pas remplir nos poubelles, nos déchetteries. Il ne faut plus créer de déchets. Donc, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et la réparation est possible. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez renvoyer et on vous le répare. Donc, c'est génial. Et j'ai noté, et peut-être que vous connaissez les filles, ils ont sorti un canapé et leur tissu vient d'une maison
danoise qui fait du tissu recyclé de luxe, qui s'appelle la maison Gabriel. Ah oui, j'adorerais. Toi, tu sais, oui. Bon, oui. Non, mais c'est génial, je trouve, comme fabrique. Ils sont spécialisés, c'est assez rare pour être souligné. Et ils font des tissus en polyester recyclé à 75 ou 98%, ce qui est hyper rare, parce que la fibre recyclée, franchement, c'est un sujet, je pourrais vous faire parler des heures de ça, c'est hyper compliqué, la fibre recyclée, parce que c'est pas solide. Pour avoir une fibre de qualité, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc vraiment, même jusque-là, ils sont allés, je trouve, chercher les bons partenaires. Voilà, et puis pour le petit mot de la fin, en plus accessible si vous n'avez pas besoin de canapé ou de nouveau mobilier, je voulais vous parler d'un bouquin. C'est le livre d'Alice Roca, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Alice in Food sur Instagram. Et j'ai acheté ce livre de cuisine, j'ai fait quelques recettes, et surtout ce que j'adore chez elle, c'est que plus qu'un bouquin de recettes de cuisine, c'est vraiment un bouquin pour transitionner dans sa cuisine en douceur, en se faisant du bien, sans contrainte. Elle donne plein de tips. Ça s'appelle No Shishi No Gashi. Elle a un espèce d'hashtag qu'elle reprend assez souvent quand elle récupère les citrons pour faire de la poudre d'agrumes. Et puis elle donne toujours des bons tips, genre ne le faites pas à chaque fois, hein, congelez-les, puis vous le ferez d'un coup. Et je trouve qu'elle a une façon... Elle est très dans la vraie vie. Tu la vois dans sa cuisine, t'as l'impression de c'est pas la recette, comme ça. Oui. Et puis elle donne toujours, par exemple, quand elle donne une recette, elle donne des équivalences. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec ça. Je sais pas, c'est comme une discussion de copine. Ouais. C'est facile, c'est hyper bon. Moi, j'ai appris plein de trucs à utiliser, voilà. Et son livre est magnifique. Alors que c'est elle qui fait les photos, le stylisme et les recettes. Et je suis très fan de cette chef, cette Alice, qui vraiment donne des millions d'idées pour économiser. On va dire les ressources vives, quoi, et puis de pas faire de déchets. Donc aujourd'hui, c'était une chronique zéro déchet. Très bien. Il y a beaucoup de livres qui sortent d'inspiration, lifestyle et tout en ce moment. Violaine, tu vas peut-être faire le tien sur la transition écologique avec toutes tes astuces. Ah, ça serait super. Préparez-vous. Ah bon? Je n'en dirai pas plus. J'ai essayé ton truc pour enlever les taches de frais hier. Ah oui, j'ai vu ça. C'est un truc de ouf. Mais oui, ça c'est marche. bien. Alors moi, j'ai failli faire un commentaire. C'est ce que faisait ma mère, moi. Elle met du pipi. Ouais, tu mets un petit verre de pipi. Elle a partagé une astuce hier sur son compte de transition écologique là pour quand tu as des taches, quel nettoyant tu prends. Et ben là, elles ont montré une solution avec de l'eau chaude vraiment brûlante et ça s'en va. Ouais, brûlante. Quand la tache est fraîche, vous tendez le tissu. Si c'est du coton, quoi. Parce que si c'est sur un synthétique, à mon avis, ils font, quoi. Eh ben, essaye le coup du pipi. Je te citerai, ma vieille. Hashtag ma mère, il faut que tu testes. Ma mère, elle a toujours fait ça. Mais sur une tache fraîche. En fait, tu mets... un pipi chaud sur une tache fraîche. Un pipi chaud, tu mets... Non, mais j'adore. Parce que, tu mets dans un verre, tu trempes genre la nuit, et le lendemain, la tache est partie. Écoute... C'est truc de grand-mère, hein, c'est mais je vais le partager, c'est rigolo. Ah oui. J'aime bien. Bon, après, il faut peut-être essayer. Hein. Ma mère, elle dit des conneries, parfois. C'est peut-être un pipi des années 70. Ah bah, oui, c'est peut-être un pas pipi. les mêmes. Tu sais que tout ce qu'on mange... Je partage que ce qu'on a testé, s'il te plaît. On est dans l'expérience. Allez. Bon, alors du coup, je ne sais pas où on en était. Ok. Billy Blanquette. Oui. Billy, alors tu vas nous parler... On se reconcentre. Ouais, bureau. Je mets mes lunettes, je vais vous parler boulot, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, non, je rigole. Non, moi, je parlais déjà des vacances et toi, tu nous remets au travail. Voilà, exactement. Moi, c'est retour à la réalité. Enfin, je voulais vous parler plus exactement du fait de travailler chez soi et de la manière idéale dont on peut s'organiser pour avoir un espace bien à soi dans la maison. Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, beaucoup d'entre nous ont vu leur façon de travailler bouleversée et ont découvert le fameux télétravail dit TT. J'ai appris ça l'autre jour, on dit TT. Je l'ai appris hier, moi. Quelqu'un a répondu en disant « je suis en TT demain ». TT. Ouais, c'est quoi TT? Voilà, c'est ça. Donc nous 4, c'est un truc qu'on connaît quand même depuis longtemps, mais pour certains, ça n'a pas dû être une mince affaire quand même de s'organiser, parce que travailler chez soi, hormis la discipline que ça implique, ça demande quand même un minimum donc d'organisation et de confort.
Alors, quand c'est occasionnel, on peut se poser sur un coin de table, mais quand c'est tous les jours pendant 8 heures, il y a quand même un minimum à respecter. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que quand je fais mes reportages photos, et maintenant qu'on a écrit notre livre avec Caroline Vatelet, notre livre « Toi et moi », je rappelle le titre, et que j'ai appris plein de choses sur le bureau, je suis surprise à chaque fois par cet espace, parce qu'en fait, on a tous tendance à faire la même erreur et à privilégier l'emplacement le plus pratique dans une pièce plutôt que l'endroit où l'on travaillera le mieux. Donc, c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de remettre l'église au milieu du village. Alors, déjà, il faut choisir l'endroit. Donc, si on n'a pas de pièce dévolue, ce qui est quand même le cas de la majeure partie des citadins vivant en appartement, il faut essayer quand même de se créer un espace où on peut s'installer. Alors, beaucoup vont avoir tendance à privilégier la chambre. Mais, comme on l'explique d'ailleurs dans notre livre, c'est franchement la dernière pièce où il faut travailler. Ça tue le couple ? Non, ça tue pas le couple. C'est comme la télé. Ouais, ça tue. Non, en fait, ça tue le sommeil parce que la chambre, elle est faite pour dormir et pas pour se rajouter de la charge mentale ou intellectuelle. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir et que vous travaillez dans votre chambre, essayez de travailler ailleurs. Peut-être que vous aurez autre chose dans la tête que vos dossiers. Voilà. Forcément qu'on a un petit bout de son cerveau qui est impacté. Et puis, moi, je me dis que travailler toute la journée en face de son lit, ça peut aussi donner envie de rien foutre, quoi. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que la chambre... Les petites envies de sieste. Ouais, c'est vraiment un truc c'est hyper contradictoire, en fait, de mettre son bureau dans sa chambre, parce que c'est deux activités complètement opposées. Après, si on peut vraiment pas faire autrement, ok. Mais alors, le soir, il faut vraiment fermer la boutique. On range l'ordi, on met les dossiers dans les boîtes et on fait disparaître tout ce qui fait penser au boulot. Voilà. Donc après, hormis la chambre... oui, si on ne met pas dans la chambre, on s'installe où ? Dans le salon ? On s'installe où ? Moi, j'aurais tendance... Après, ça dépend de la configuration de chaque maison. C'est vrai que le salon, s'il est suffisamment grand pour installer une petite table à un endroit, ça peut être pas mal. On peut installer un paravent ou mettre une plante ou un tapis au sol pour délimiter un peu l'espace. Après, on peut aussi, si on a une entrée assez grande et qu'il y a une petite fenêtre, que c'est suffisamment lumineux, ça peut être sympa. En fait, il faut avoir un petit coin à soi, idéalement, qui indique au cerveau que c'est là que ça se passe, que c'est un endroit qu'on peut un petit peu personnaliser et où on a envie de se poser pendant 8 heures, parce que c'est un peu le cas, quoi. Après, il y a ceux qui s'installent sur leur table de cuisine ou de salle à manger. Mais ça implique de tout ranger en fin de journée, ce qui n'est pas l'idéal. Et puis, ça implique un autre point que je trouve quand même important, qui n'est pas du tout... je ne parle pas d'écho là, sur ce coup-là, mais c'est l'ordi portable, Violaine. Je vois ton ordi portable. C'est très mauvais pour le dos. Mais c'est que moi, c'est mon ordi parce que je suis en transit. Sinon, j'ai un gros ordi. Fixe. Ouais, toi, t'as un fixe. Ah ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu hyper mal au dos pendant des années. Et il y a plein de gens qui se plaignent d'avoir mal au dos. Et alors, le portable, c'est ce qu'il y a de pire. C'est un fléau, quoi. Et on est penché, on est mal installé. Donc, idéalement... Parce que l'écran est plus bas, donc il est trop petit et c'est le trackpad. C'est ça. En fait, c'est quoi ? C'est le trackpad. C'est quoi le trackpad ? C'est la souris. La souris intégrée. Puis en fait, t'as pas ton bras bien posé comme ça. Voilà. Donc il faut le portable, ça doit te servir que pour un rendez-vous. Ou tu peux pas bosser durablement là-dessus. C'est ça. Au quotidien, en fait, il faut avoir la tête droite, le regard à l'horizontale, et là, t'as le regard vers le bas, donc la nuque vers le bas, et donc les cervicales, elles trinquent direct, quoi. Donc après, il y en a qui vont dire oui, mais je peux pas acheter. Oui. Je vais pas pouvoir m'acheter un fixe. Ça prend beaucoup plus de place. Ça prend plus de place. Le portable, c'est plus cher. Ouais. Ou sinon, tu as le système t'as des écrans, tu achètes un écran que tu relis à ton portable. Et c'est pas mal. Bon, mais après, effectivement, si t'as pas un bureau, ça veut dire ranger tous les soirs ton truc, quoi. Donc, si on a un bureau, parce qu'il y en a des qui ont la chance d'avoir des bureaux. Ça facilite grandement les choses. Mais là encore, attention, parce que là aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en faisant le bouquin, parce que moi, je ne savais pas du tout ça. D'ailleurs, j'étais moi-même très mal lotie. La première fois que Caroline Vatelet est venue à la maison, elle m'a dit « Ton bureau, ça ne va pas du tout », ce que je n'avais pas du tout imaginé. Parce qu'en fait, on a tous tendance à faire la même chose. C'est je ne sais pas pourquoi, on met les bureaux souvent contre les murs, face à un mur.
Alors qu'en fait, en Feng Shui, l'idéal, c'est d'adopter donc la position du fauteuil. C'est comme ça que ça s'appelle en Feng Shui. C'est un truc chinois ancestral, bref. Et alors, la base du truc, c'est qu'en fait, donc, il ne faut pas installer son bureau face au mur, mais dos au mur. Il faut avoir le mur dans le dos, ce qui donne un vrai sentiment de soutien et de protection, plutôt que de sentir un vide derrière soi. Surtout s'il y a une porte et que n'importe qui peut entrer sans qu'on le voit arriver. En fait, inconsciemment, c'est insécurisant d'avoir du vide dans le dos. Et donc, la position du fauteuil... Et puis surtout, tu as une vue plus dégagée. Tu as une vue dégagée, mais... Sinon, tu vois le mur, tu regardes le mur. Bah oui, mais moi, je peux te dire que dans tous les reportages que je fais... Open space, les mini-open space que j'ai fait, je m'arrangeais toujours pour avoir un mur dans le dos. Ah bah c'est bien. Je trouve ça hyper insécurisant d'avoir... le vide dans le dos. Mais oui, mais alors moi, je peux dire que quand je fais mes reportages... le mur, c'est que c'est compliqué dans un appart, en fait. Ouais. Parce que sinon, tu vois l'ordi. C'est moche, un ordi. Tu vois le dos de l'ordi, mais tant pis. Ouais, tant pis. C'est que il faut faire un choix esthétique. Pour notre bien-être et pour notre concentration, notre travail, on est mieux quand on a un mur dans le dos plutôt que ce vide. On a une pièce dégagée devant soi, on a une vue en fait. Alors donc l'idéal, la position du fauteuil, vraiment si on veut suivre les grands préceptes, c'est avoir une vue dégagée devant soi. Donc idéalement une fenêtre avec une vue sur quelque chose, ou alors sur un parc arboré avec une piscine. Oui, voilà, exactement, et des hommes qui travaillent torse nu. C'est grave. Non, et sinon, tout simplement, la vue dégagée sur la pièce. Avoir sur sa gauche un meuble haut et sur sa droite un meuble bas. Bon, ça, c'est l'idéal, mais surtout avoir un mur dans le dos. Donc après, c'est vrai que cette histoire de coller son bureau au mur, il y en a beaucoup qui font ça pour un gain de place, mais franchement, il suffit de tirer de 50, enfin après, ça dépend de l'épaisseur de nos fesses, mais 70 ou 1 mètre le bureau et de se glisser derrière. Et franchement, faites l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. @bidiblanquette.com. Voilà, exactement. Non, mais vraiment parce que je l'ai fait et moi j'ai senti la différence tout de suite. J'ai trouvé ça beaucoup plus rassurant. C'est voilà. Alors après, si vraiment c'est impossible pour vous de reculer votre bureau et que vous souffrez de ce côté un peu vide dans le dos, eh ben vous pouvez aussi pourquoi pas mettre un paravent. Parce que le paravent va vous donner ce sentiment justement de sécurité, de protection, comme un mur. Et puis en plus, ça peut aussi cacher votre bureau quand vous n'y êtes pas, donc ça peut être pas mal. Ou sinon, vous venez chez Conrad Shop, par exemple, et vous achetez un joli fauteuil de bureau. Joli, parce que le problème, c'est que c'est pas toujours joli. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, il y a des fauteuils de bureau aussi à dossier haut. C'est que il y a ce côté assez... je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, rassurant. Oui, et ça, c'est beaucoup plus protecteur qu'une chaise plus basse. Parce que l'assise, je fais une toute petite parenthèse sur l'assise, je sais qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps. Mais l'assise, il faut qu'elle soit aussi à la bonne hauteur. En fait, ça fait 20 ans que je bosse chez moi et j'ai eu tellement mal au dos que la déco dans le bureau, c'est super, on va en parler 2 secondes, mais franchement, c'est hyper important, la hauteur de la table, la hauteur de l'assise, parce que là aussi, l'assise, idéalement, il faut la régler en hauteur, et il faut se mettre de manière à ce que, comme tu disais, Violaine, on puisse poser l'avant-bras sur le bureau, parce que si le coude est dans le vide, ce qui arrive souvent, ça tire en fait vachement sur les cervicales et ça, voilà. Après, tu peux plus bouger, tu finis chez le kiné et tu peux plus travailler. Voilà. Voilà, ça c'était pour le côté pratique. Pour éviter le congé maladie. Merci, Émilie. Voilà. Vous voyez, grâce à moi, vous allez travailler encore plus. Et après, pour le côté déco, comme c'est quand même un endroit où on passe donc 8 heures par jour, on a le droit de se faire plaisir. Quand on travaille, on aime bien être inspiré peut-être. Alors si on est dans des métiers créatifs, il y a des choses qui nous inspirent plus que d'autres. On peut mettre des petits objets, des petits gris-gris. Moi, j'ai un petit Ganesh. J'aime bien avoir des petits trucs. Moi aussi, parce que ça apporte la fortune, Ganesh. Bah oui. Pourquoi ça en privé ? Bah voilà. Quand Exactement. Moi, je le regarde souvent. Là, quand j'envoie mes factures, je le secoue. Allez, mon gaga. C'est un peu tard si c'est au moment où tu envoies la facture. Non, c'est le devis. Je rigole, t'as raison. Tu vois, on est pire que toi.
Donc voilà, donc important de s'entourer d'objets ou de photos qu'on aime. Si on est face toujours à un mur, on peut se faire un petit mood board, accrocher des photos, des petits mots, des choses qui nous font plaisir. Et puis on peut s'entourer aussi de l'énergie de l'eau. Ça c'est un peu feng shui, mais l'eau c'est quelque chose qui apporte la prospérité, la réussite et donc un joli pot bleu en céramique un peu turquoise dans lequel on va mettre ses crayons. Ou ta gourde. Un verre d'eau, ça marche. bleu, une chemise en carton bleu. Non, je rigole. Non, il faut quand même. Non, mais voilà, s'il y a une couleur À privilégier, c'est plutôt le bleu. Après, quelle couleur est-ce qu'on peut mettre aussi sur les murs? Parce qu'il y a des couleurs qui sont plus ou moins à conseiller pour les bureaux. Pour favoriser la concentration, Voilà. par exemple. Alors, pour favoriser la concentration, tu en as une. Moi, j'avais pas réalisé avant, mais effectivement, quand tu vas dans les bibliothèques, les globes des lampes, elles sont en vert, les sous-mains sont verts, les bureaux à l'anglaise, le vert, c'est vraiment la couleur de la Et concentration. foncé, plutôt. Oui. Bah, oui, pas mais pomme. même Comme ça. pas un vert pomme, quoi. Mais et encore. Je dis ça. Moi, j'ai envie de mettre du vert pomme dans mon bureau, justement. Non, je pense que le vert, c'est une couleur assez inspirante, qui inspire la concentration. Après, le rose, moi, j'ai un bureau rose aujourd'hui. Et c'est vrai que le rose, c'est une couleur qui Toi, est... t'es Miss Rose. Oui, Miss Oui. Rose. Rosita. Ouais. Rose, couleur du bonheur. Ouais, je sais. C'est grave. C'est une couleur qui est optimiste et qui diminue le stress. Après, le bleu, ça suggère le sérieux et la patience. Et le jaune, c'est ultra dynamisant et optimiste. Donc, je dirais après que ça dépend aussi de l'activité des uns des autres. Si on est un créatif ou plutôt un comptable, on n'a peut-être pas forcément envie des mêmes couleurs dans son bureau. Voilà. Et il y a une dernière chose dont j'ai pas parlé, parce qu'en fait, je suis une très, très mauvaise élève à ce niveau-là, c'est d'avoir un bureau qui soit relativement ordonné. Je sais pas, toi, c'est ordonné. Oui, mais Violaine chacun son ordre, parce qu'en fait, j'ai lu t'es quand même sympa. pas mal de trucs sur le sujet, et qu'en fonction de comment ton cerveau est Oui. organisé, tu sais, par exemple, moi, c'est toujours très bien rangé. Mon ordi est bien rangé, mais ma table est pas bien rangée. Ouais. Il y en a d'autres, leur ordi est mal rangé, il y a des fichiers partout, mais leur table est nickel. Et je pense que Oui, ça dépend Il faut pas du que cerveau. ce soit des Voilà. monceaux de trucs. Et surtout, moi, De post-it et de tout doux. Ouais. et surtout, moi, je débarrasse les tasses à café, les verres, les machins. Ouais. J'aime pas que ça traînasse. Là. Oui, voilà, il faut pas que ce soit Ouais. sale parce que ça c'est mauvais, c'est une mauvaise énergie. Passer un petit coup de poussière, ça c'est des trucs qui sont l'air de rien, qui tapent un peu sur le système et c'est pas agréable en fait. Ça rajoute de la charge mentale. Voilà, mais non, mais ouais, Faut c'est que je ça. nettoie la tasse, faut que je range, faut que je Oui, fasse ça. oui, c'est ça. Et ranger son bureau, ça fait partie du boulot, je Oui. trouve. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est quand ça. on est freelance. Mais... Quand tu tries, voilà. Ouais, Donc, et c'est peut-être pas à faire tous les jours, mais de temps en temps, c'est assez positif, je trouve, de le faire. Ouais. C'est assez il agréable. faut prendre son courage à deux mains. Moi, Ouais, parfois. Moi, je préfère faire ça que la compta, moi. Oui, c'est vrai. Largement. C'est vrai. Quand tu C'est jettes, ça fait largement du bien. devant. Voilà, bon, donc ça c'est important. Donc maintenant, je vous laisse faire le tri parmi toutes ces petites informations pour voir ce que vous pouvez retenir de cette petite chronique. Mais ce qui est vraiment important, c'est ne négligez pas cet endroit. Vous y passez, enfin pour ceux qui travaillent chez eux, vous y passez quand même toute la journée. Et si vous le bichonnez un peu, vous n'en serez que mieux. Et peut-être qu'en plus, vous ne travaillerez que mieux. Donc c'est Non, tout mais tes bénef. conseils, en plus, ils sont valables pour quelqu'un qui travaille même dans une société ou dans un Oui, c'est bureau, vrai, tu vois, c'est de vrai. régler la table, T'as raison. d'essayer de tourner son C'est bureau vrai, face j'aurais au dû- mur et tout, Ouais. tu vois, c'est pas que Attends, moi entêté. j'ai une petite question, je m'interroge. Oui. Moi, chez moi, je travaille en partie chez moi, à partie dans un bureau collectif. Et chez moi, j'ai un coin bureau, Oui. dos au mur, face à une fenêtre, verte, nickel. Oui. Et j'arrive pas à travailler là-bas. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Billy? Ça t'inspire pas? Alors T'es mal là- installé? Non, Tu te je sens sais pas, mal j'aime pas installé? m'installer là-bas. Je vais Tu t'y m'installer sens sur pas mon bien. canapé, sur mon lit, mais Mais c'est un coin pourtant, bureau je ou coche c'est une toutes les pièce cases. dédiée? Bah oui, c'est C'est bizarre. un coin bureau, mais dédié vraiment dans la pièce, tu vois. Et t'as le bon ordi, t'as tous tes fichiers. T'as pas une porte non, la porte est. Tu la vois la porte? Non, mais j'ai beaucoup de lumière en face. Enfin, je sais pas. Pourtant, je coche toutes les cases, mais je vais. Eh ben, s'il y a trop de lumière, il faut peut-être que tu mettes Ouais. un petit peu de yin. De yin, alors c'est quoi? Bah non, mais tout ce qui est. Enfin, faut adoucir un peu. Peut-être Ouais, que c'est peut-être trop. que c'est ça. Ouais. Tu sais, enfin.
c'est ce qu'on explique dans notre bouquin, c'est que quand tu as trop de lumière justement qui rentre, c'est trop de chi, trop d'énergie, et en fait ça te perturbe. En fait, t'arrives pas à te concentrer. Ouais, mais donc c'est vrai que c'est trop lumineux. Ouais, mais tu mets un petit rideau ou un store ou quelque chose déjà. Tu peux écoute, voir, je vais essayer ça. Je te dirai un peu l'ambiance. Si j'arrive à m'y mettre. On ne sait jamais, ça peut être ça. Hein. Carrément. Ok, merci. Je sais pas. Docteur Billy. Ouais. Bon, merci beaucoup les filles pour merci à toi, ce 3e épisode du club. Déjà. Merci beaucoup. Ouais, à merci. bientôt. Merci au Conrad de nous avoir accueillis. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.